Good afternoon, good morning, good evening, everyone, wherever you are, and welcome to the Women's Economic Rights in Cameroon panel discussion. Cognizant of the fact that women make up a majority of workers in the agricultural sector in Cameroon, with agriculture representing an important role in the economic activity of the Northwest and Southwest regions of Cameroon, heavily hit by the Anglophone crisis, the CAFO Policy Institute thought it wise to host today's panel discussion on the theme, Assessing the Economic Strength of Women in the Reconstruction of the Northwest and Southwest region of Cameroon. So today, moderating our event will be Abudi Vanessa, who is a PhD candidate in political science at the University of Yaoundé too. Vanessa is a research assistant in the Governance and Democracy Division at the CAFO Policy Institute of the Faurecia Foundation. As a researcher in social sciences, Vanessa is particularly interested in gender and governance studies. Now, before I hand over the floor to Vanessa, I would just like to give us some housekeeping rules. Kindly drop your questions in the chat box during the presentations and it will be attended to in due time. Please kindly mute your mic until you're given the floor to speak before you can unmute yourself in order to avoid interruptions. And lastly, you can raise your hand if you have to make any intervention or if you have any concerns or questions, and you'll be attended to. Thank you all for joining, and I wish us all a happy session. Vanessa, over to you. Thank you, Raissa, for this wonderful introduction. Bonjour, chers panélistes. Bonjour, chers participants. Je suis très heureuse d'être avec vous cet après-midi pour évaluer la force économique des femmes dans la reconstruction des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Comme vous le savez, depuis la fin de l'année 2016, nos régions font face à une crise socio-politique de grande ampleur et les conséquences socio-économiques sont désastreuses sur les populations, perte en vies humaines, déplacements internes et externes, fermeture des écoles, des entreprises et des services publics. Et les femmes font partie de la frange de la population la plus touchée par cette crise. Elles constituent notamment avec les enfants dont elles ont la charge plus de 60% des déplacés. Un rapport du GICAM paru en 2018 fait état de ce que cette crise a déjà coûté plus de 2 milliards de francs CFA de destruction de l'immobilier et le déficit est encore plus grand en termes de manque en gagnant en chiffre d'affaires. Pour venir à bout à ce problème, le gouvernement camerounais a mis en place un plan de reconstruction des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest et nous pensons que les femmes ont plus que jamais un rôle à jouer dans ce grand chantier national. D'où l'intérêt du thème de ce soir qui va nous conduire à analyser la force économique des femmes dans la reconstruction des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Pour mener à bien cette discussion, nous avons le plaisir d'accueillir dans notre panel Madame Baye Frida. Madame Baye Frida est actrice humanitaire, défenseur des droits humains, spécialiste en communication. Elle est fondatrice et directrice exécutive de Blessing Associates for Women and Children, une organisation qui se concentre sur la santé, l'éducation, l'autonomisation des femmes, la prévention de la violence basée sur le genre, les processus de consolidation de la paix. Bonsoir Madame Baye et bienvenue. La seconde panéliste que nous avons le plaisir d'accueillir ce soir est Madame Cyril Rolande Béchamp. Elle est leader d'opinion et chef de file de la société civile camerounaise. Elle est en outre experte consultante dans les organisations nationales et internationales. Elle est formatrice en droits de l'homme. Elle est titulaire de nombreux diplômes universitaires, dont un master en droits de l'homme et un autre en justice transitionnelle. Bienvenue, Madame Cyril Rolande. Merci, merci pour l'invitation et merci de m'associer à cette discussion. Bonjour à tous ceux qui sont connectés. D'accord. La troisième panéliste de notre panel est la présidente de la Cameroon Debate Association. Elle est également membre du comité de la planification de la Convention des femmes pour la paix au Cameroun de la Fondation Friedrich Herbert. Elle est experte en dialogue communautaire, animatrice au REDAC, le réseau des défenseurs de droits de l'homme en Afrique centrale. Madame Adeline Sotni, nous sommes heureux de vous avoir parmi nous ce soir. Bienvenue. Merci beaucoup. Bonsoir à tous et à chacun. C'est le plaisir plutôt le mien d'être sur ce panel et bonjour à tous ceux qui participent. Enfin, et non des moindres, nous avons M. Francis Tajwacha,
qui n'est nul autre que le directeur de la division Paix et Sécurité au Carrefour Policy Institute. Il est titulaire d'une maîtrise en ressources naturelles et paix de l'Université des Nations Unies pour la paix de San Francisco au Costa Rica. Ses domaines d'expertise vont de la consolidation de la paix à la résolution des conflits en passant par la gouvernance et la démocratie. Welcome, Mr. Francis. Thank you very much, Vanessa, the lone male panelist. Welcome, other panelists. It's a pleasure to be with you for this hour we shall spend together. Nous allons entrer dans le vif du sujet avec la première question qui vous sera adressée à vous, Madame Cyril Roland Deschamps. Selon un rapport publié par la Banque mondiale en 2021, la crise sociopolitique dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, sur la crise sociopolitique dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, le Cameroun était parvenu à une réduction relativement rapide de la pauvreté. Et selon ce rapport, c'est le Sud-Ouest qui était, autant pour moi, le moteur de cette tendance. Alors, j'aimerais savoir, selon vous, la situation économique des femmes dans ces deux régions avant la crise était-elle différente de celle des femmes dans d'autres régions? Merci beaucoup de me donner la parole et pour lancer ces échanges. Le Sud-Ouest, il faut noter que le Sud avait ceci de particulier que c'était une région qui représentait le fleuron de l'économie camerounaise. Vous savez que la Silicon Valley qui existe au Cameroun est bel et bien au Sud-Ouest. Ça représente beaucoup, ça veut dire beaucoup dans la conception du développement qui émergeait de cette région-là. Et bien entendu aussi par le fait qu'il y avait c'est quand même une zone où il existait des grandes zones industrielles en termes de production de matières premières, que ce soit la banane plantain, que ce soit du thé, que ce soit la production pétrolière. Donc, il était tout à fait normal que cette région-là soit, n'est-ce pas, comme une région, le bébé de l'État du Cameroun en matière comme fleuron économique, n'est-ce pas, sur l'ensemble du territoire. Mais maintenant, pour revenir à la situation des femmes, est-ce que l'on peut dire que la situation économique des femmes dans les régions du Sud-Ouest était différente de la situation des femmes des autres régions? À ma connaissance, la majorité des femmes exercent soit dans l'agriculture, soit dans le secteur informel. Et malheureusement, ce secteur informel qui emploie la grande partie des femmes dans l'ensemble des régions du Cameroun est un secteur qui n'est pas du tout organisé. C'est un secteur qui est où plane une insécurité certaine, insécurité en termes des affaires, parce que, comme on le sait, c'est un domaine où les femmes sont malmenées, la fiscalité locale, soit elle n'est pas comprise, soit elle est exacerbée. C'est un secteur où on enregistre régulièrement les destructions des marchandises selon que les plans de développement ou les plans d'urbanisation arrivent ou que les communes, parce qu'en même temps, il faut noter qu'avec la décentralisation, il y a beaucoup d'incompréhension, mais ce que l'on sait en matière économique, c'est qu'il n'y a pas eu une volonté politique nationale de sécuriser les femmes qui agissent dans le secteur informel. Il faut quand même le dire, c'est quand même là où on a le plus de femmes, c'est dans ce domaine-là où on a la majorité des femmes qui exercent une activité économique. Donc, cette insécurité, me semble-t-il, n'est pas que dans les autres régions du Cameroun, n'est pas que dans le Sud-Ouest. C'est un problème structurel qui menace l'ensemble de la situation économique des femmes. Parce qu'il faut noter, par exemple, que le statut de l'entrepreneur que le Cameroun a intégré dans sa structure économique comme moyen de formalisation ou de sécurisation du secteur informel, il n'est pas opérationnel. Il n'est pas opérationnel sur le terrain. Et donc, on a donc les femmes qui continuent d'avoir une situation économique qui n'est pas sécurisée parce que, effectivement, les réponses nationales structurelles qui devraient être prises dans ce secteur-là n'ont pas été prises. Donc, je suis tentée de penser que, voilà, ça pouvait être différent parce qu'elles avaient peut-être plus accès à ces domaines agricoles, à ces structures en faisant tout autour les activités informelles. Quand on crée
une exploitation, bien entendu. C'est un problème, mais c'est ce qui est. Les femmes se retrouvent être autour de ces grands projets sans être au centre. Ça, c'est un problème, on va en reparler sûrement, mais on les retrouve beaucoup autour, dans l'activité familiale, dans l'activité informelle. Maintenant encore, un autre problème, une autre violence, c'est que même dans ce domaine-là, autour, dans la périphérique, elles ne sont pas sécurisées, elles sont dans la précarité, essentiellement dans la survie, vous voyez, au quotidien. Madame Cyril Roland a relevé tout à l'heure le problème structurel qui qualifiait ou alors qui était visible dans toutes les régions du Cameroun. Madame Adeline Tornier, j'aimerais s'il vous plaît savoir si vous avez une idée du secteur dans lequel on peut retrouver le plus de femmes dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, que ce soit dans le secteur formel ou informel. Ok, merci beaucoup, Madame la modératrice, de me passer la parole et merci à la première intervenante qui a bien et belle tracé le chemin de cette conférence. Elle a tantôt signalé que les femmes aujourd'hui, que ce soit dans les régions du Nord-Ouest ou du Sud-Ouest, que dans les autres régions du Cameroun, sont plus engagées dans le secteur agricole ou le secteur informel. Et c'est justement là que j'allais en venir pour répondre à cette question. Les femmes dans le Nord-Ouest ou le Sud-Ouest sont plus engagées dans le secteur agricole et dans le secteur informel. Dans le secteur agricole, vous allez rencontrer des femmes qui cultivent des produits vivriers comme les bananes, le manioc, comme les produits, le maïs et bien d'autres. Dans d'autres secteurs, elles sont plus colonisées par le sous-emploi. Il y en a, et elles sont plusieurs, qui font dans le call-box, qui vendent au marché, qui font des petits jobs, comme on le dit souvent, comme on le dit très souvent, qui font des petits jobs. Elles sont femmes de ménage. Elles font un peu de tout pour pouvoir survivre. Donc, en quelque sorte, le sous-emploi est très remarqué dans les régions du Sud-Ouest et du Nord-Ouest. Mais seulement, il faut noter qu'avant la crise anglophone ou alors avant le conflit sociopolitique qui sévit encore dans cette région, ces femmes avaient un peu plus d'aisance à pouvoir exercer ces différentes activités qui n'étaient pas déjà à la hauteur, mais aujourd'hui, c'est encore plus difficile de travailler dans ces secteurs-là, que ce soit dans le secteur agricole, c'est difficile, dans le secteur informel, c'est difficile, aller au marché, c'est difficile, vendre est encore plus difficile. Donc, pour ne pas m'éterniser, je vais tout simplement dire que dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, les activités menées par les femmes, c'est surtout l'agriculture, c'est surtout les activités du sous-emploi, comme le commerce, la vente ambulante et bien d'autres. Merci. Merci, Madame Adeline. Vous faites bien de rappeler le rôle de leader que les femmes jouaient au Nord-Ouest et au Sud-Ouest avant la crise. Parce que justement, ces femmes étaient des leaders des rassemblements qui contribuaient à répartir les tâches agricoles. OK. Madame Baye, in your opinion, do activities of women in Northwest and Southwest region empower them to act for the return of peace? Est-ce que selon vous, le fait que les femmes soient condensées dans les activités économiques au Nord-Ouest et au Sud-Ouest leur permettent d'avoir ce pouvoir-là pour agir pour le retour à la paix au Cameroun? Yes. Our activities in the Southwest and Northwest regions of Cameroon engage us to be at the forefront of peace building. It is very important for us to be in that space because we empower grassroots leadership. It is important for women to be in the negotiation table because they will carry what is at the grassroots level to the regional and to the whole nation. So if you look at our economic activities first, women in these two regions are the backbone of their household, be it married or unmarried, be it single parents. Women build their homes economically. We educate our children, we feed our children, we feed our families. So it is important that this crisis come to an end so that our economic empowerment schemes, our activities, we draw that line that has been erased since the crisis started. So if you look critically, women play a very important and unique role in this crisis.
If you look at our activities of women-led organizations since 2018, you will realize that women have done a lot to empower the grassroots community, to bring peace building right into every home, into every doorstep. So it is important for us to continue this. If I want to talk about the economic activities of women, my colleague already said something on that, but look at how these two regions were built, which is different from those other regions. Agribusiness, women had a mastery of the agribusiness. Tertiary, if you look at tailors in these two regions, we've lost a lot because money came from this section. So you see that women handle the food chain in these two regions. We had at least 40 tons of food that was leaving these two regions to Yaoundé, to Douala, to Equatorial Guinea, to Nigeria, and to Gabon. We actually fed these other regions. So it is important for women to stand and let us see that this crisis come to an end so that we'll go back and enjoy the economic activities we did before the crisis started. Thank you, Madam. Mr. Francis, I have to know how women can use their economic power to build peace in these regions. Please unmute yourself, Mr. Francis. Thank you, Vanessa, for that very interesting question. It takes me back to the event, conference yesterday, which I attended. I was a speaker at the Protestant University for Central Africa. Yes. And there are so many things that we, maybe Cameroonians and other people will not know as far as peace and security is concerned. Most Cameroonians still believe in national security. And they forget to know that human security is the backbone of every security in every country. In a country where the human security is neglected, human security here, I mean, the ability for a country to give freedom to its citizen. That's freedom from want, freedom from fear, and freedom from dignity. When those three elements, which I may expatiate into economic freedom, food freedom, health freedom, environmental freedom, personal freedom, community freedom, and political freedom, when this freedom is denied, it is something which is going to lead into a catastrophe that we may not know. May forget that the crises that actually are emanating in the North and Southwest had been as a result of government's negligence in giving this freedom to the people in this area, be it one of these 7 that I mentioned. So it is very important that to guarantee national security, we must first and foremost give this human security. So when you give this human security, you will find that people will not actually agitate. If people have livelihoods, if people have the economic empowerment like women, as other speakers have earlier said, that majority of the livelihood, be it agro-industrial, be it from, how do you call, the food we eat, cash crop, food crops are produced by women. In every sector, you find them there. And if the crisis that actually emanated actually has caused a kind of a chain reaction, that first, women actually are the most affected because they are more vulnerable. They are treated like a weapon of war, maybe through sex, through other kind of deprivation. Their husbands are killed, they are traumatized, their children are also demoralized and things like that. So this actually has culminated to an issue where we should actually think of guaranteeing the human security first for these women. Take, for example, a woman leaves Muyuka with her plantains, with her cocoyams, to go to Douala to sell. At Muyuka, you have a checkpoint where they are harassed. Most money is collected, whether you have your documents or you don't have. Ekuna, you have about 3 different checkpoints. Before my 17, there are checkpoints. Before you get to Douala, you have more than 20 checkpoints. Yes. How do you expect these women to exercise patience in making sure that they galvanize, they enhance
what has been given to them. Naturally, it has been a problem where I think that if we, first of all, try to look into this problem, because you are looking for enemies, separatists, terrorists, whatever name appellation is given. I don't think they are in bags of cocoyams women carry. I don't think they are inside the plantains that they carry. Yes. And if you are getting these things, do you get money so that the terrorists or whatever name you can give will go? No, you punish your women more. There's one also important thing that has actually been done to demoralize and destroy the urge that women had in building the communities, in building their homes, in building the society in which we are all living in and which we had all enjoyed. And if you take away this from them, what else do you expect them to do? So these are some of the things where we should not think more about national security as a whole, but we guarantee the human security. If everyone has a livelihood, if everyone has food to eat, if everyone has freedom to go to school, of health, and every other of these things, and political exercise, human rights, I don't think we'll be where we are. And to solve this problem, I think we must try to harness on the human security aspect first, because if these women are going up and down with their activities and taking care of their homes, their children will not go into becoming radicalized. So these are some of the things which we should be very careful in the way we are handling this problem, because instead of trying to bring peace, I think the manner in which the issue is looked upon, it's instead trying to radicalize more youth, more women, because I have seen women with guns fighting, because ask them why, they will tell you from the perspective in which I've explained, that they have taken away their security. Thank you, Mr. Francis. I noticed that human security is the leitmotif to create peace in the Nord-Ouest and South-Ouest. Madame Cyril Roland, j'aimerais savoir comment est-ce qu'il est possible de garantir la sécurité humaine, notamment celle des femmes, dans un contexte où il y a des stratégies telles que les ghost towns qui empêchent les femmes de vaquer à leurs occupations. Il y a parfois les mesures restrictives également, comme le couvre-feu, pour limiter les dégâts, ou encore les problèmes liés même à Internet. J'aimerais savoir, dans cette dynamique, comment garantir la sécurité des femmes pour que celles-ci puissent contribuer de manière pertinente au retour à la paix dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Merci. C'est une très bonne question, et c'est ce que nous tuons à faire comprendre, à dire, c'est qu'il ne peut pas y avoir de reconstruction lorsque les problèmes de fond ne sont pas résolus. N'est-ce pas? Francis vient de le dire tantôt. Lorsque la sécurité humaine, lorsque les droits humains, lorsque les besoins primaires, lorsque le minimum de sécurité que l'on demande à avoir, on ne peut pas l'avoir, on ne peut pas non plus espérer avoir une situation globale qui soit acceptable. Il faut que les situations de dignité, les situations locales, si on peut dire ainsi, les petites situations soient bien pour qu'effectivement on puisse jouir sur le global d'un ensemble des situations d'apaisement pour aller vers la paix. À la réalité, il est difficile, même lorsque j'ai vu les documents de cette conférence, j'ai dit, bon, d'accord, on va parler socio-économique du rôle des femmes, mais comment est-ce que ce rôle économique, cette autonomisation peut se mettre en œuvre dans un contexte où il n'y a pas la paix? Comment est-ce qu'on peut contribuer à la paix s'il n'y a pas un processus de résolution ou un processus de transformation de conflit qui soit en cours? N'oublions pas que le conflit, vraiment, il est difficile aujourd'hui de penser que les femmes soient en mesure d'apporter leur contribution quand il n'y aurait pas eu un ensemble de mesures politiques, n'est-ce pas, qui vont favoriser ou qui vont établir un cadre vers cette construction de la paix. La paix est une construction, mais dans le cas où il y a un conflit, où des gens ont des armes à main, il est urgent, il est nécessaire, il est indispensable que les armes se taisent d'abord.
Et quand les âmes se taisent, ça crée donc les conditions pour qu'effectivement les gens se parlent, que les gens puissent apporter leur contribution. Il faut dire, au-delà de ces conditions politiques aussi qu'il faut relever, il faut dire que la femme aussi est limitée à plus d'un titre. Sa contribution est limitée parce que vous savez qu'il y a un ensemble de normes sociales et structurelles qui limitent l'implication, n'est-ce pas, de la contribution de la femme à la construction de la paix, n'est-ce pas? Les questions des inégalités des sexes que l'on continue de vivre, les questions de ce rôle social qui est donné à la femme, fait en sorte que ça rend difficile, n'est-ce pas, sa contribution. Donc, il est important ici, je pense, pour clarifier mon propos, d'abord, il y a un besoin, quand on parle de cesser le feu, lorsqu'on parle de dialogue, lorsqu'on parle de négociation, du moins, il y a une urgence à ce que les âmes se taisent. Maintenant, quand les âmes vont se taire, il y a donc ce travail de contribution, ce travail, cette situation économique qui va... Parce qu'effectivement, vous ne pouvez pas... Aujourd'hui, lorsque vous marchez dans les rues au sud-ouest, il suffit d'une petite panique pour que tout le monde rentre à la maison, pour que tout le monde se tasse dans un coin ou se cache. On ne peut pas vivre dans ces conditions. D'où l'importance encore vraiment, la nécessité de dire, au-delà de ces conditions politiques aussi qu'il faut relever, il faut dire que la femme aussi est limitée à plus d'un titre. Sa contribution est limitée parce que vous savez qu'il y a un ensemble de normes sociales et structurelles qui limitent l'implication, n'est-ce pas, de la contribution de la femme à la construction de la paix, n'est-ce pas? Les questions des inégalités des sexes que l'on continue de vivre, les questions de ce rôle social qui est donné à la femme, fait en sorte que ça rend difficile, n'est-ce pas, sa contribution. Donc, il est important ici, je pense, pour clarifier mon propos, d'abord, il y a un besoin, quand on parle de cesser le feu, lorsqu'on parle de dialogue, lorsqu'on parle de négociation, du moins, il y a une urgence à ce que les âmes se taisent. Maintenant, quand les âmes vont se taire, il y a donc ce travail de contribution, ce travail, cette situation économique qui va... Parce qu'effectivement, vous ne pouvez pas... Aujourd'hui, lorsque vous marchez dans les rues au sud-ouest, il suffit d'une petite panique pour que tout le monde rentre à la maison, pour que tout le monde se tasse dans un coin ou se cache. On ne peut pas vivre dans ces conditions. D'où l'importance encore vraiment, la nécessité de dire, il faut que cette crise cesse, il faut que des solutions soient apportées, il faut que les gens puissent regarder dans les yeux et bien évidemment, comme l'a dit ma collègue tantôt, il faut que les femmes soient assises à la table de discussion. Il faut que les femmes, que dans ce processus-là, les femmes prennent le pouvoir pour qu'effectivement, on puisse aller vers un système, un processus d'apaisement qui va donc faciliter et donner le cadre à ces femmes, justement, de contribuer à cette reconstruction. Aujourd'hui, on a fait un dialogue, un grand dialogue national. On a fait le code de la décentralisation. On a donné le statut spécial. On a même désigné les médiateurs. Mais vous pouvez me dire jusqu'à présent ce qui a changé. Vous voyez? Donc, on est dans une situation, on est dans la reconstruction, on est dans l'après, sans se demander est-ce que le problème a été réglé? Est-ce que des actes ont été posés dans le sens de la résolution pour que, après cette résolution, on soit en train d'aller vers la reconstruction? Je pense qu'on a quand même des étapes qu'on a grillées et qui nous rattrapent effectivement dans le quotidien parce que quand on se couche, on se dit, bon, peut-être que ça va aller et puis demain, bam, vous avez des mauvaises nouvelles qui fusent de partout. Donc, vraiment, l'impact du travail des femmes est limité parce qu'il y a une action politique, n'est-ce pas, dont ne dépend pas d'elle uniquement, qu'il faut véritablement intégrer. Maintenant, il y a aussi que dans même quand il y aura cette résolution, il faut que dans la réflexion de cette résolution, que les femmes soient intégrées comme un acteur majeur, pas que comme une victime. Les femmes, me semble-t-il, ont tout à y voir, que ce soit dans la réflexion technique, dans la réflexion stratégique, dans tous les niveaux, n'est-ce pas, de la résolution de cette crise. Et bien évidemment, après ça, je pense qu'on pourra penser à une reconstruction, cette fois-là, menée et conduite par les femmes. Il faut noter que les femmes, c'est l'acteur clé. C'est elle qui tient la famille. C'est elle qui fait tout, on l'a dit. Mais après, c'est elle qui est exclue de toutes les instances
n'est-ce pas, de discussion et de prise de décision. Malheureusement, voilà, on aura un cycle de répétition d'une situation indommageable pour la situation et l'autonomisation des femmes. Merci, Madame Cyril Roland. Les femmes doivent être considérées comme des acteurs clés et non pas comme des victimes. Merci infiniment. Ce que j'ai retenu de vos propos et ceux de M. Francis Tazouacha, c'est que la sécurité doit être au centre de la reconstruction des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Et si nous voulons qu'il y ait un retour à la paix, il faudrait que les actrices que sont les femmes soient en sécurité. Madame Baye, I want to know, please, is it security is the only factor that limit women's commitment to actively contribute to the rebuilding our region? No. Is it the only factor, or we have many factors? Security is just one of the factors. We have so many other factors, like inadequate trust. I shouldn't say lack of trust in our institution. We don't have trust in the people that have been sent, either government administrators, our chiefs, our phones, to come and break down what this crisis is causing our economy and our social life. You know, insecurity, it's deep into the fiber of our activities, into our social capital. We, the English-speaking people, we have a culture of building trust. And over the years, we have laid our emphasis on that. So our social capital has been broken down. We used to have what we call Jangi groups. We used to have systems put in place where we would socialize and build ourselves up economically and socially, but all that has been eradicated due to the crisis. So if we try as much as possible to go back to the root causes and solve this crisis the way it should be solved, then security will no longer be a problem. And the other aspects like social capital will be put in place and we'll have no problem. Now, we also have this aspect of people neglecting the grassroots communities. We have to start building that. I'm sure women-led organizations have been doing a lot in that section, but we have to beef it up. We need both warring parties to sit down on a dialogue table so that we all can build these systems again. Another aspect that it's deep into this country is corruption. So by the time we put aside insecurity, corruption, inadequate trust, we build our capacity, we build our confidence. You see that women will be able to sit and say, okay, enough is enough. We have security now in place. There's no more kidnapping for ransom and other things. We can now access our farms. We can build our economy. Our children can go to school freely. Yes. Then you will see that if all this is done, you have a stronger nation. Thank you, Madame. Selon vos propos, comme autre facteur au manquement à la sécurité, nous avons le manque de foi, nous avons également la corruption. Madame Adeline, il est question de la reconstruction économique des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Or, comme nous le savons, la crise a limité les possessions des femmes. On dit qu'elles étaient nombreuses dans le secteur agricole, fut-il informel, mais avec la crise, on se rend compte que plusieurs femmes ont perdu l'accès à la terre, par exemple, avec les déplacements internes et autres facteurs. J'aimerais savoir dans cette perspective-là, parce qu'elles ont perdu, je dirais, l'unique source qui produit leur pouvoir économique, comment est-ce qu'elles peuvent être résilientes? Quelles mesures peuvent-elles utiliser pour maintenir leur pouvoir économique dans ces régions-là? Merci. Merci beaucoup, madame, une fois de plus, de m'avoir passé la parole. J'espère que vous m'entendez bien parce que j'ai pris un écouteur pour être mieux entendu. Il pleut ici. On entend très bien. Ouais, merci. Cette question, vraiment, c'est la source parce qu'aujourd'hui, si on veut reconstruire les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest,
on doit pouvoir trouver des solutions pertinentes. Les femmes étaient autrefois des cultivatrices indépendantes. Il y en avait qui étaient même des chefs d'entreprise, des petites et moyennes entreprises qui fonctionnaient à travers l'agriculture. Vous l'avez dit aujourd'hui, plusieurs d'entre elles ont perdu les terres. Plusieurs d'entre elles n'ont même plus accès à leur village. Plusieurs d'entre elles se sont déplacées et dans les villes d'accueil, elles n'ont pas la possibilité d'avoir cette facilité-là même d'aller cultiver au champ. La chose qui était la plus facile avant. Avant, on disait tout simplement, si tu n'as pas d'emploi, mais va au champ, car la terre ne manque pas. Aujourd'hui, elles ont perdu la terre. Qu'est-ce qu'elles peuvent faire? Qu'est-ce qu'elles peuvent choisir comme alternative? Où est-ce qu'elles peuvent aller? Qu'est-ce qu'elles peuvent ajouter ou alors qu'est-ce qu'elles peuvent utiliser comme moyen de secours? Je pense que premièrement, on ne doit pas refuser que la terre ou alors l'agriculture est un moyen pour pouvoir être une solution ou alors pour pouvoir être un appui dans le développement ou alors dans l'économie du Cameroun. Donc, il faudrait que cette personne ou alors ces femmes puissent être fortes pour pouvoir continuer à cultiver. Aujourd'hui, nous sommes dans un système où on essaye de redonner à ces femmes-là les terres qu'elles avaient avant. Il y a des associations qui travaillent dans ce domaine. Il y a des structures qui ont été mises en place pour redonner, pour pouvoir les permettre de retrouver la terre. Mais maintenant, si elles trouvent que cette solution n'est pas très accessible ou alors difficile, il y a plusieurs autres choses qu'elles peuvent faire. Il y a aujourd'hui le phénomène des associations qui a vraiment flambé dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest après la crise anglophone. Plusieurs femmes se sont lancées dans les ONG et les associations, ont créé des associations pour permettre de consoler ou alors pour permettre de redynamiser les régions, pour permettre de reconstruire la couche sociale et l'entente dans le nord-ouest et le sud-ouest. Il y a également le secteur du commerce. C'est vrai que plusieurs personnes vont penser que le commerce, c'est un sous-emploi, ou alors ça n'a pas de force, ou alors ça ne peut pas véritablement donner la voix. Mais on va tout simplement dire que le commerce également peut être une source de revenus pour la femme, parce qu'aujourd'hui, tout s'achète, tout se vend. Si une femme se lance dans le commerce et qu'elle a un petit capital, au fur et à mesure, elle peut bien sûr subvenir à ses besoins et avoir une position d'actrice dans la société. On dit souvent qu'à défaut de la viande, on peut prendre le poisson. Si elles ne peuvent pas aller dans l'agriculture où elle était avant, où elle était presque à l'aise avant, elles peuvent aller vaquer à d'autres occupations dignes et décentes pour pouvoir survivre et pour pouvoir continuer à agir. Donc, je pense que l'agriculture, c'est bien, mais les autres activités peuvent également permettre à ces femmes de continuer le combat. Donc, on peut tout simplement les conseiller de soit entrer dans les ONG qui sont également un moyen porteur pour la femme de s'exprimer, ou alors entrer dans d'autres secteurs, le commerce, les ventes et bien d'autres. Donc, merci pour cette autre parole. Merci, Madame Adeline. Nous retenons que les femmes ne doivent pas uniquement se contenter de l'agriculture au cas où elles sont limitées. Elles doivent également regarder vers d'autres métiers où elles peuvent s'en sortir. Néanmoins, il y a un rapport de la Banque mondiale qui fait état de ce que, avant la crise, l'emploi formel, parce que tout à l'heure, vous avez parlé du commerce, je ne sais pas si c'est le commerce uniquement informel et le commerce formel, les deux à la fois, mais ce rapport fait état de ce que, avant la crise, l'emploi formel ne représentait que 14% dans ces régions-là, que 14%. Ça veut dire que nous avons au moins, nous avons plus de 60%, 70% de la population qui exerce uniquement dans le secteur informel. Donc, dans cette perspective, je ne sais pas si les femmes rurales qui ne sont pas allées, je dirais, qui ne sont pas allées très loin dans les études, si ces dernières peuvent également s'intéresser aux activités dans les organisations internationales. Je ne sais pas si vous avez, par exemple, une solution pour ces femmes-là qui n'ont pas la capacité d'exercer dans des grandes structures nationales et internationales, qui ont uniquement appris à tenir là-haut ou alors à tenir une petite échoppe dans un marché. Vous faites bien de le mentionner, Madame la modératrice.
C'est vrai que tout le monde n'a pas accès aux ONG, vu compte tenu du quotient intellectuel des personnes qui peuvent être limitées, l'expression et autres compétences nécessaires pour travailler dans ces structures-là. Donc, quand je parlais de commerce, je parlais du commerce soit professionnel ou alors le commerce juste accueilli comme on fait à la maison. Pour les femmes qui n'ont pas pu faire des études, pour les femmes qui n'ont pas pu avoir accès aux connaissances académiques ou alors aux compétences nécessaires pour faire du commerce en entreprise, ces femmes peuvent plutôt s'intéresser aux activités génératrices de revenus au bas niveau. On les appelle souvent les AGR, la fabrication des yaourts, la fabrication du foléré, le jus dosé, la fabrication, la costonomisation, la vente ou alors la revente même. Il y a ces femmes-là qu'on appelle aujourd'hui les bayam salam. Mais alors, les bayam salam sont les femmes les plus dynamiques dans l'économie. Ces femmes ne sont pas allées à l'école. Ces femmes n'ont pas fait les grandes études. Mais elles sont celles-là qui gèrent de l'argent mieux que certaines personnes qui ont un emploi formel ou un emploi de fonctionnaire. Ces femmes-là ont la capacité de manier l'argent. Elles achètent de la nourriture, elles achètent des produits et elles les revendent un peu plus cher. Cette activité peut être une activité très, 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 très importante dans la plombée économique pour la reconstruction des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et je pense que celles qui sont dans les villes d'accueil l'ont carrément compris parce qu'elles se sont plus lancées dans le commerce. Nous avons par exemple dans la région de l'ouest proprement dit, plusieurs femmes se sont lancées dans le commerce, la vente des mèches, la vente des produits vivriers, la vente de la tomate. Il y a eu une flambée excessive des femmes qui revendent de la tomate. Donc, ce qui fait qu'une femme de la région du nord-ouest, du sud-ouest ne peut pas rester statique, ne peut pas rester les bras ballants et dire qu'elle n'a pas d'activité à faire ou qu'elle n'a pas la capacité ou alors les compétences nécessaires pour travailler dans les ONG. Il y a tellement d'autres activités à faire. Merci. Merci, Madame Adeline. Vous avez parlé d'un point important parce qu'on parle des femmes des régions du nord-ouest et du sud-ouest et on ne devrait pas oublier qu'il y a celles qui se sont déplacées. Mr. Francis, à ce propos, comment est-ce que les autorités peuvent organiser le retour des femmes qui exerçaient des grandes activités économiques dans ces régions à revenir pour agir pour la reconstruction? Yeah, thank you, Vanessa. Some people think that things are regaining normality in these two regions. The fact that Buea breathe does not mean that Kumba, Mamfe, and other places are like Buea. Some people sit from far away distances and assume that because they had their brothers and sisters in Buea, Limbe, Bamenda, means that in other places normal. It is not. Before we take conclusions, sometimes we have to go deep into the rural settings where we are talking about the production of this, where the engine of our economy lies, the rural women. Remember that we have always, it is a slogan that rural women feed the world. Some people believe that things will automatically return to normalcy like that. It won't. Those who might have read history know that war is not fought every day. There's a period in war where we call phony war, P-H-O-N-E-Y, where things seem to be normal and all will think that, oh, it's okay. It is not. If the root causes of this crisis are not addressed, I'm afraid, I'm not being a little bit pessimistic, things will still re-escalate. So in doing this, I would also to call on the authority that be stakeholders, especially the government, that are seeming to look at the situation from a state-centric approach to try to change its approaches in resolving this conflict. First and foremost, there should be a ceasefire because stray bullets have taken so many lives, women, children. Kidnappings is another problem. I remember last week, if those who know Buea, moving towards women were attacked who were in their farms struggling to plant and to harvest and come and sell to make ends meet. They were attacked
Some of them were kidnapped, money was taken from them, some were even beaten because they had no money to give. How do you think things will be normal if there is no ceasefire? If there is people, the belligerents, the parties in conflict are not brought on the table? To me, I think the military solution will not be the way out of this crisis. We should try to reconsider our thoughts. We should be able to recognize that there is a force fighting against us. I mean, force, be it the government, be it the separatists, they are forces fighting against each other. So reconciliation is most important. And if we believe that we cannot, some believe that they don't know the person with whom they can dialogue. I think a third party can be brought in so that they should be able to identify these parties in conflict so they can bring them on the negotiating table and things go back to normal. If we keep on like this, we'll come to a time where our country is going to crash. Why? Because our economy is built from the agro-industrial, from the food producing sector, like we have all been talking about here. If women cannot go to the farm any longer, if children cannot go to school, if there's no way in which money is reserved, with these kidnappings and so on, it's going to be very difficult. There's a saying that there can never be development without peace, and there can never be peace without development. These two move hand in glove. When there is development, you hardly find that the situation is insecure. But when there is no development, insecurity sets in, and the reverse is true. So the government has to put in place so many other measures to see how these things could be resolved. There was a moment when the Prime Minister said that those regions where there is war or where there's insecurity, they should actually not levy them, pay taxes in the businesses they are carrying out. But I wonder if what the Prime Minister said was said from the bottom of his heart, because taxes are still asked, stores are locked. Mondays, nobody go to work. Sundays, in short. So these are some of the things where if we don't, first of all, as I've said, call for a ceasefire, negotiate for a dialogue. If we cannot do the negotiation, we open our doors for a third party to do the negotiation. I owe a lot to the civil society organizations who have been trying to do much. Women have spoken. They've formed different kind of groups. They've been able to protest in the streets. But the worry is that nothing has ever been mentioned about this crisis at our parliament or at our the Senate. It means that they have seen it as if it is inconsequential. It has nothing to do. The parliament, the Senate is there to address issues like this. And when all this has been addressed, the government would maybe learn a lesson that there is an important need to put in place early warning, conflict early warning and response platforms across the national territory. I know there are 52 divisions here and 300 and something subdivisions where people are put in each of these places to monitor and report the smoldering conflict that are seeming to come and disrupt the social cohesion, the economic activities of the women. Because when women fail, we all fail, I've said it, because they are the breadwinners in most homes. I can remember when I was a kid, my father started paying my school fees, I think when I was already getting to high school and so on. The rest was handled by my mother. And if she didn't build that foundation from the beginning, where am I? So we should take this into consideration and forget about high-handedness, believing that we'll be able to manage the situation the way it is until it comes to die a natural death. This problem will not die a natural death. This is conflict. It is easier for conflict to begin, but very difficult to end. But you can only end if stakeholders have the will to end it. And if our government and the stakeholders, the belligerents, had the will to end this conflict, they should have ended it, because most of them are benefiting from the sufferings that you and myself are suffering. Thank you. Thank you, Mr. Francis, for this development. Madame Baye, it's widely recognized that investing in
in women economic empowerment is the surest path to gender equality, poverty eradication, and inclusive. Yes, investing in women without building pieces of peace, for me, is going to be a waste of time, because if we still live with fear, insecurity, no matter how much money you pump into women empowerment scheme, into gender mainstreaming schemes, you will realize that we are just wasting our time. So we'll go back to negotiations and dialogue and getting this crisis erased from the Northwest and Southwest regions, so that we can now look critically at gender balance. If you look at our schools, for example, we take the University of Buea, if we talk of gender balance, we have university girls, ladies, the female university students who are topping their class. So I don't have a problem there, because you see that women in this milieu are more educated. Now, if you want to look concerning the crisis, they too face a lot, because they are prone to gender-based violence. You have cases where the military has attacked university neighborhoods and the girls were the first to be raped. We have cases where the military has attacked neighborhoods and there are young boys who were picked up immediately. So you see that no matter what we do, so far as this crisis is there, both the male and the female child, they suffer. So I don't want to talk about gender-based violence, because that tops the chart. We have cases where, because of the crisis, the women are prone to financial difficulty. We don't have financial inclusiveness during this crisis, because our livelihoods have been compromised. Women, we face the brunt of the crisis on our bodies. We face the brunt of this crisis on our households, because we have households where the male child has been locked up for one reason or the other concerning the crisis. There are cases where the children are innocent because they are male between the ages of 16 and 35, they are being picked up. We have untold stories where, despite all what the administration, the delegates, the division heads are doing for these gender imbalance to be reconciled, because the crisis is present, we can't achieve this. So for me, it's a waste of time and resources if we look into this and we don't go back to the root causes and solve this crisis. Because if this is eliminated, then we'll enjoy all the things you've just mentioned without solving this crisis. It's not rocket science. Let's look closely, solve the root crisis, bring the worry parties to the table, and let women lead in these delegations. You will see that if you take a common woman from the grassroots level, she masters that terrain. She knows the people you can talk to. Not rocket science. Let's look at the root causes and let's stop wasting resources unnecessarily and solve this crisis. It is very important if we want things to move the way they should move. Thank you, Madame Baye. We have many comments in our chat box. Nous allons de ce pas prendre les questions posées par nos participants. Je disais tantôt que nous avons plusieurs questions dans notre chat box et il y a la première qui était adressée à Madame Cyril Roland sur les mécanismes d'évaluation des droits économiques des femmes. Il y a un panéliste qui aimerait savoir comment est-ce qu'on peut saisir ces mécanismes nationaux et africains pour défendre les droits économiques des femmes afin que celles-ci puissent agir au niveau local pour acter pour le retour à la paix. Effectivement, il existe au niveau africain la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples qui donc consacre bien entendu les droits économiques, sociaux et culturels des femmes, mais aussi le protocole de Maputo. Le Cameroun est donc appelé à faire des rapports à la Commission des droits de l'homme en ce qui concerne la mise en œuvre de ces instruments.
Donc, qu'est-ce qu'une organisation peut faire? C'est par exemple faire des rapports alternatifs, n'est-ce pas, sur la situation, sur les problèmes économiques. Mais il faut relever que ces droits économiques, il va falloir faire un rapport sur effectivement les politiques, les mesures, les questions structurelles et légales qui bloquent ou qui empêchent, n'est-ce pas, les droits économiques des femmes. Maintenant, les questions de paix et sécurité, si c'est de ça qu'il parle, relèvent de l'architecture. Il y a une architecture africaine, paix et sécurité, qui aussi quand même connaît des difficultés. Et comme il y a aussi une architecture paix et sécurité dans d'autres instances au niveau des Nations Unies. Donc, parlant de la question purement des droits humains, des droits économiques, on a la charte et son protocole, qui est le protocole de Maputo. Et donc, on peut suivre, faire un rapport, faire entretenir des discussions avec des mécanismes spéciaux. Les mécanismes spéciaux, ce sont les représentants de mandat, c'est-à-dire que le rapporteur spécial d'ici ou rapporteur sur telle question. Donc, et bien évidemment, le rapporteur sur les droits économiques, sociaux et culturels, avec qui on peut avoir des discussions. Mais l'important pour avoir un plaidoyer de discussion avec ces mécanismes, de faire de la documentation. Nous insistons beaucoup sur l'expertise en matière de documentation, n'est-ce pas, des cas. Parce que les mécanismes ne travaillent pas sur la base des données médiatiques ou journalistiques. Ces mécanismes travaillent sur la base des données concrètes, des données crédibles et les analyses qui ont été faites dans le cadre de ces rapports-là et qui peuvent être justement servir d'instruments ou d'éléments de preuve ou d'éléments de justification, vous voyez, d'une question qui est posée. Voilà en ce qui concerne cette question. Mais il faut après dire une autre fois que, bon, c'est un volet qui attaque, qui permet, n'est-ce pas, au mécanisme de poser des questions au Cameroun. Je dois dire que avant même qu'on ait à ces mécanismes, il y a des problèmes internes qui existent et qui bloquent, n'est-ce pas, l'autonomisation économique des femmes. Il faut relever que, et je veux l'aider dans ce sens, c'est que le Cameroun, par exemple, ne se conforme pas au texte qu'il a ratifié en matière des droits des femmes. Le Cameroun a ratifié, par exemple, le protocole de Maputo depuis 2009, mais on se tue, moi, particulièrement, je me tue à dire tous les jours, on ne peut pas avoir un texte, bien qu'on va nous dire que le système est moniste et qu'on peut citer ce texte à tout moment, mais sauf que dans l'implémentation, dans la vie de tous les jours des femmes ou des citoyens, il est difficile de se prévaloir de ce texte-là parce que les normes internes, le Cameroun n'a pas pris des mesures internes, n'est-ce pas, que ce soit législatives, réglementaires ou n'importe quoi, ou politiques, pour implémenter ces ratifications-là. Donc, c'est un problème, effectivement. Et bien évidemment, il y a aussi la question, parce que lorsqu'on parle de la question de la crise anglophone, la question des droits des femmes, il y a deux choses. Il y a la question de la paix, la sécurité des conflits, qui met en exergue un certain nombre d'autres acteurs, bien entendu beaucoup de politiques, parfois très compliquées. Et maintenant, quand on parle des questions des droits des femmes, il y a d'autres acteurs qui interviennent. Et bien évidemment, il serait important que l'on éprouve davantage la question des droits économiques des femmes devant toutes les instances, aussi bien nationales qu'internationales. Ok, merci, madame. Il y a un panéliste également qui a posé une question pertinente de savoir est-ce que le retour à la paix dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest va automatiquement entraîner la croissance économique dans ces régions. Mr. Francis, what do you think about this? Thank you very much for the question. It's a very pertinent question. I earlier said that it is very easy for war to start, but very difficult for it to end. And for it to end and life take is no mercy, it is a process. First, we must, as I said, call for ceasefire. The military should go to the barracks. We have a kind of negotiation or mediation over the problems. We do a kind of national reconciliation, taking into consideration social cohesion. When that is done, we can now begin to think of reconstruction because much has been destroyed. And that destruction has caused a lot of trauma in the minds of
people, especially women, whose farmlands had actually been scorched earth. What am I saying? Houses burned down, their farms destroyed, barns where they kept their produce and products destroyed. So if we cannot actually first of all reconcile with them and build trust in them, then we will be wasting a lot of time. It was actually very ridiculous for the government and some other partners to say they were going for reconstruction. What are they reconstructing when war is going on? When people actually go up the electric pole to rectify a leakage or a cut off from whatever they are seized and taken to the bushes. Is that what they want to do? No. So when all these things are put in place, now when that social cohesion and reconciliation has been done, then we can begin to build the structures that we have destroyed. One of the most funny things that we actually have been experiencing is that there are people who are fighting. You leave them, you go and destroy the homes of the innocent citizens who might have struggled for the rest of their lives to put up that structure. How do you think at a certain moment you will just all of a sudden forgive? No. So that forgiveness and reconciliation first must take place. Then we reconstruct. Then we empower women, give them loans or give them grants. In short, give them money to start their livelihoods all over again. Then from the grassroots, we can build. But if you look at it from top-bottom approach, it may not work because most often those in power always believe that money should be flown from up and then down. When that is done, that money will never actually trickle down. That trickle down effect will never be there. So when that is done with what I've earlier said and put in place all these structures, human right guarantee, accountability taken into consideration, then we will look forward into transforming our nations. It is not an impossibility. It is possible. Let's take, for example, a country like Rwanda. What happened from 1994 when there was a genocide there? But now you find that Rwanda is a haven in Africa, up to the point where the Europeans envy it and want to transfer refugees from Europe to Rwanda. You take another case, like a case Somaliland, which was destroyed by Somalia during the war, during the same period, 1992. Somaliland stands like a beacon in the Horn of Africa after all these things have been taken into consideration. So our own case will never be different. It's just a matter of us changing our mindsets. The government making up his mind that this is going to end, that our people have suffered. But most of us are sadists. We enjoy seeing other people suffering. It is a sad case, but we should hope that if we put things in place, if we change our mindsets that this is going to end in the next few weeks, it is going to end. There's nothing which is impossible. Thank you, Mr. Francis. Dans notre chat box, nous avons des participants qui souhaiteraient poser leurs questions. It's very unfortunate that we are talking about the Anglo crisis and we are shying away from the form of governance in Cameroon. Also to address the Anglophone crisis, the form of governance. Call it the order, just skip my head. I mean, you have the French judicial system and you have Monsieur the Valérie Ngo, nous avons du mal. And you cannot. Can you hear me? Can you hear me? Dr. Valérie, your lines are breaking. Your lines are breaking. Yeah, it's the internet connection here. Can you hear me now? Okay, fine. Yes, we can hear you. Trying to talk is that you cannot really address the issue in the English-speaking part of Cameroon without looking at the form of governance. It's like us trying to force two different things to mix together by every means. If Cameroon government could look back at the request that the war started by asking for a federation, I feel this could actually go a long way to discuss and maybe probably resolve the issue. The government has allowed the Anglophone crisis to reach a level whereby instead of them trying to bring up the issue of governance now, they are now struggling to solve the problem of trust. How do you bring the
the government calls separatists into a negotiating table by first of all giving that aspect of trust, because they don't trust the government. If government initiate any issue relating to negotiation, the people fighting will not come out to negotiate because the government has not recognized them to be probably people fighting for the freedom, but government recognizes them as terrorists. So as for trust, we keep saying they need to build trust, build trust. How do we go about? So my question is, how is the government going to go about building this trust? And again, I feel addressing the issue of Anglophone crisis, Cameroon government must be very sincere with herself by trying to look at the system of governance. You cannot, like they keep saying, you cannot go to the English-speaking region of the country and institute French-speaking magistrate who basically cannot understand what is going on with the system there. So the system needs to operate in a way that the in a federal state like we have in Canada, I feel that will bring peace. Thank you. Can I try to respond to Dr. Valerie's worry? Okay. I think we began this thing by saying that one of the root causes of the crisis that we are trying to solve today is human insecurity. And we looked at human insecurity from 3 different freedoms, which he had mentioned in his question. And addressing these 3 freedoms, which we said that pertains to human insecurity, we are actually touching what you've mentioned. And secondly, in a conflict situation where each party is not trustworthy to the other party, we bring in a third party who is a mediator. So the question of the day today is, if the separatists or the terrorists, whatever name we label, we just assume for now that they exist, and the government should give the people who are willing to come in. There had been something they call Swiss talks, which somehow sometimes were initiated but died away. The Americans had thought of coming in. The European Union maybe had had an issue in it. The Vatican had also made up their minds to come in. The Canadian government has done the same. But now what remains is the government's willingness to allow these people come in place and solve this problem. So too the separatists. But the one worry is that the government seems to be adopting what we call a state-centric approach. It won't work. And we have been talking about women. You find that when this crisis came up, politicians shied away and they talk behind the back. Women actually organize themselves in different groups or groupings, and they try to force their way on. I can think of the Northwest, Southwest women, something that had sung many songs in public, try to call on the government to listen, try to call on the legislators to make things be. Nobody ever mentioned it in the parliament, meaning that the government itself is not willing for this problem to be solved. Yet we are dying and going. And that may be the reason why women actually might have contacted Nkafu Policy Institute, which is a think tank which has a lot of trustworthiness in the public view, to maybe come up with this, this event so that they can maybe pipe the voices of these women to an international platform so that their voices should be heard. I will never forget to appreciate the women of Cameroon who know the value of human life, who knows the value of existence or coexistence, that they have been able to put this. By forgetting the government, or maybe the other stakeholders have forgotten that 1995, they called Beijing Conference, which was the 4th World Conference organized by women, to see that they could have a voice in the building of our world. In the Millennium Development Goals were adopted. The United Nations Security Council Resolution 1325 had been in place. The United Nations Security Council Resolution 1820 had been put in place, that women should
be given an opportunity to see how they can go in to resolve this problem. We can remember what happened in Liberia, that women championed what Liberia is now enjoying as freedom. Can we give them the opportunity? Can government listen to its people? And if the government does not listen to the Cameroonians who are crying and dying every day, then what are we talking about? Patriotism. So these are some of the things which Dr. Valerie, we've mentioned all of these things in a kind of a platform where we kept on talking about human security. And all what you just asked are all embodied in this human security issue. Thank you. Thank you, Mr. Francis. Il y a un panéliste qui a posé une autre question assez pertinente. Je souhaiterais l'adresser à Madame Adeline. Il a parlé tantôt de l'implication des autorités politiques et administratives pour le retour et à la paix, et aussi pour aider les femmes à rentrer en possession de leurs acquis, si je peux le dire ainsi. Dans un contexte où, je dirais, il y a comme un lien qui s'est brisé, rétablir cette confiance-là afin que les populations prennent véritablement en compte les recommandations ou alors, je dirais, l'aide des autorités publiques pour que la paix revienne et pour que les femmes redeviennent des véritables actrices de développement qu'elles étaient avant la crise. Une fois de plus, merci pour cette question donnée. C'est vraiment une question importante parce que la reconstruction de la paix, de la confiance ne va pas seulement à l'encontre des femmes ou alors du côté de ces femmes-là qui veulent reconstruire. Il faut également que les autorités compétentes puissent intervenir, les autorités politiques, administratives et aussi traditionnelles. Parce que vous savez, aujourd'hui, nous avons plusieurs décisions qui ont été prises dans la reconstruction des régions anglophones, notamment le nord-ouest et le sud-ouest, mais ces décisions, malheureusement, n'ont pas pu être respectées. Il y a récemment eu cette décision de redonner aux personnes déplacées dans les autres régions les actes ou alors les documents nécessaires, les documents légaux, les documents identifiables. Le gouvernement ou alors les autorités administratives ont pris cette décision, mais malheureusement, cette décision n'est pas appliquée comme il se doit. Il faudrait donc que du côté de l'administration, du côté du gouvernement, du côté des politiciens, les décisions qui sont prises puissent être mises sur pied et puissent être implémentées de la plus bonne des façons. Donc, l'administration a un rôle très, très important et capital à jouer dans la reconstruction de nos deux régions qui sont en crise aujourd'hui, qui ne sont pas d'ailleurs les seules. Mais on va tout simplement dire que pour que pour que la confiance revienne, j'allais dire, pour que la confiance revienne entre la population de ces régions-là et l'administration, il faudrait que l'administration, les membres de l'administration, les autorités administratives puissent être au plus proche des populations. Il faudrait que l'administration puisse faire des descentes régulières sur le terrain pour constater, pour toucher du doigt les difficultés que rencontrent ces femmes, ces populations, ces enfants au quotidien. Parce que rester à Yaoundé ou alors rester dans les bureaux ne saurait donner à ces personnes les informations requises pour prendre des décisions concrètes ou alors pour appliquer les décisions qui ont déjà été prises. Parce qu'on ne va pas se mentir, il y a des décisions qui sont prises, il y a des arrêtés qui ont été signés, il y a tellement de solutions qui ont été proposées, mais qui ne sont malheureusement pas implémentées. Maintenant, aux côtés des autorités politiciens ou alors du politique, des femmes du politique, on peut tout simplement dire qu'il y a des femmes qui sont au Parlement. Monsieur Francis Tajoa, ça a tantôt parlé. Il y a des femmes qui sont au Parlement, mais qui ne portent pas assez la voix de la femme qui vit cette crise anglophone au Parlement. Il y a des femmes dans le Parlement, mais qui n'agissent pas au nom et au lieu de la femme qui est à la maison et qui souffre, ou alors qui est dans ces régions du nord-ouest et du sud-ouest et qui souffre. Donc, il faudrait que les femmes qui sont au Parlement puissent prendre en considération les questions relatives à la reconstruction de la paix dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest. Et aussi maintenant, il faut interpeller la communauté traditionnelle. Permettez que je finisse avec ce point. Interpeller les autorités traditionnelles. Parce qu'il y a les politiciens, il y a l'administration, mais aussi il y a les autorités traditionnelles qui ont un grand pouvoir de décision dans ces régions-là. Il y a des chefs traditionnels, il y a des chefs de quartier, mais seulement ils n'agissent pas comme il se doit. Donc, il faut prendre en compte ces trois dimensions.
Merci Adélie. Nous avons tellement de questions dans notre chat box. Malheureusement, nous n'avons pas le temps pour répondre à toutes ces questions. Néanmoins, nous aurons l'opportunité de continuer ces débats même après la séance. Merci pour vos interventions. Maintenant, j'aimerais que chacun de vous puisse recommander des stratégies ou alors des actions à mener pour que les femmes puissent véritablement utiliser leur pouvoir économique pour un retour à la paix ou alors pour la reconstruction des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Je commence par vous, Madame Baye. Can you have your recommendation, please? We have the first one, which I've been drumming since I came on this panel. The government should do the needful. Sit, have an inclusive dialogue with the other warring party. Yes. Get women on board. Let's have genuine talks. Let women even lead these delegations, these commissions, because a woman is tactful. The woman bears the brunt of the war on her body, on her livelihood. So she knows where it touches, it pinches her deep. So if she's into these negotiations, I'm very certain that if they give us 2 weeks with the right resources and the government, meaning that they are sincere, they are direct, we women are going to put an end to this crisis. If we're giving the resources, we're giving the go ahead, we're giving the right space. Thank you, Madame. Let the government do that. Thank you, Madame. Madame Cyril Hollande, pouvons-nous avoir vos recommandations, et ce de manière brève, s'il vous plaît? Les temps sont tenus par le temps. Oui, on va aller très vite. Au niveau des recommandations, je peux les faire à 2 niveaux parce qu'effectivement, je prends entièrement à mon compte les recommandations de Madame Frida, mais je voudrais ajouter à cela quelques-unes parce que justement, il ressort que le gouvernement n'est pas en train d'aller rapidement vers la voie que nous tous nous souhaitons. Donc, en attendant que ce que nous souhaitons, cet appel à l'appel arrive, je pense qu'il y a peut-être des mesures, des petites choses que le gouvernement pouvait faire pour alléger la vie des femmes dans les régions du Nozo. L'une des choses, pourquoi on ne penserait pas à des mesures d'allègement de la fiscalité locale, n'est-ce pas, et d'encouragement des femmes qui, tant bien que mal, sont restées dans ces régions-là et qui doivent vivre. Moi, je suis très triste quand je vois la télé, les maires fermer les marchés, stresser les femmes pourtant étant dans une situation particulière. Je pense que la situation particulière, réponse particulière. Le gouvernement pourrait penser, les gouvernements locaux, je veux dire les communes, j'entends, pouvaient penser à des mesures spéciales, n'est-ce pas, pour soutenir et accompagner ces femmes-là. Le gouvernement aussi pourrait penser à l'allègement de la charge sociale à travers peut-être des soins de santé gratuits pour les femmes, l'accès à l'éducation, il faut le dire. Il y en a qui sont restés, qui se battent, mais qui n'arrivent pas à manger, n'est-ce pas? Qui n'arrivent pas à envoyer l'enfant à l'école parce que l'enseignement primaire n'est plus gratuit. Il faut les APE, il y a beaucoup d'autres choses qui rentrent en considération. Il y a bien entendu la question de la formation et de l'accompagnement des femmes par les associations locales. Il faut que les femmes soient armées dans la transformation des conflits, dans la justice transitionnelle, dans la réconciliation nationale, parce qu'il y en a même parfois qui veulent continuer, mais qui ne savent même pas comment faire. Mais l'autre chose aussi qui est importante, il y a la lutte contre les violences faites aux femmes. Vous savez, lorsqu'une femme est battue, lorsqu'une femme est harcelée, lorsqu'une femme est violée, elle ne peut pas, cette autonomisation est nulle. Il faut que la question des luttes contre les violences faites aux femmes soit une question centrale aujourd'hui. Si on veut des femmes fortes, on doit lutter pour avoir des femmes qui ne sont pas violentées, de quelque manière que ce soit. Voilà ce que je pourrais ajouter en termes de recommandations. D'accord. Mr. Francis, please, your recommendations. Yes, just one recommendation, which maybe has a lot of, one of the most important, or my recommendation is that the government and the warring party should give an opportunity to a third party to come in to see how we can address the root causes of this conflict. If the root cause of this conflict is not addressed, all what we are trying to say here
will never come into realization. Thank you. Thank you very much, Mr. Francis. Madame Adeline, c'est à vous. M'associer aux différentes propositions de nos différents panélistes et tout simplement accentuer le pas sur la sensibilisation. La sensibilisation, pourquoi? Parce que pour que ces femmes puissent être à l'aise, pour que ces femmes puissent continuer à travailler comme elles le faisaient avant la crise, pour qu'elles puissent être dans des conditions où elles étaient avant la crise, il faudrait qu'elles sachent que le changement ne peut que venir d'elles. Le changement ne peut que venir d'elles en majeure partie, parce que même si on les appuie un peu, il faudrait qu'elles aussi, elles puissent mettre de l'énergie pour que les choses avancent. Donc, je peux que dire qu'il faut davantage sensibiliser ces femmes-là, sensibiliser ces populations-là, pour qu'ils puissent se mettre au pas et se mettre au travail pour pouvoir améliorer la situation. Merci. Sorry, Vanessa has some connectivity issues. I think at this point, I'm going to thank us all for participating in today's webinar. A special thanks to all our panelists, Madam Baye Frida, Madam Sylvie Bolan, Madam Adeline, and Mr. Francis Tazoacha. We thank you very much for your contributions on this topic. And to all our participants, we want to say an immense thank you for your participations. Unfortunately, due to time constraints, we couldn't answer all your questions, but we will have another platform to discuss on this topic and other topics that surround women economic empowerment. Let me use this opportunity to inform us that we will have an event next week on the 29th of April, at the Estee Mona Foundation, where we'll be looking at another issue on women. It has to do more with leadership. Be rest assured that you receive more information concerning this event by an email, I think after this event. So please, we're hoping and we are expecting you to register and attend this event massively so we can continue with these conversations. Thank you very much to everyone, and I wish us all a very happy and nice weekend. Bye.